Salut à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très très important et on va briser un fantasme du commercial, c'est les techniques de vente versus les méthodes de vente. C'est très important et tu vas voir que les techniques de vente, je vais te donner mon avis tout de suite, c'est de la merde. L'objectif, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires régulièrement. Et tu vas voir qu'avec des techniques de vente, il y a un gros défaut et on va voir ça jusqu'à la fin de la vidéo. Première des choses que je t'invite à faire, c'est de me rejoindre sur mon groupe Bonsaï. Bonsaï.pro, c'est la plateforme qui a été créée par Jean-Marie Corda et Tougan Barra. C'est de la balle. Pour les infopreneurs comme moi, c'est vraiment extraordinaire et je leur fais des bisous à tous les deux parce qu'ils ont inventé un système qui me permet d'ajouter énormément de valeur à toi qui m'écoutes. La première des choses, c'est que si tu t'inscris, et c'est gratos, si tu t'inscris sur la plateforme bonsaï.pro, tu vas pouvoir bénéficier de toutes mes newsletters et toutes les infos que j'envoie en exclusivité à ma communauté. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir rejoindre un groupe WhatsApp sur lequel tu ne trouveras pas de clients, mais tu trouveras des partenaires qui, comme toi, ils ont des questions, ils ont des questionnements, ils ont des besoins, ils ont envie de partager. Et l'idée, c'est qu'on grandisse tous ensemble pour te permettre de devenir indépendant, mais surtout de le rester. Et puis la troisième chose, bien sûr, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, tu pourras voir mon magasin, mon shop, et ça va te permettre de pouvoir faire appel à moi si tu en as besoin pour aller plus loin, quoi. Voilà. En tout cas, le lien d'inscription, le lien d'inscription est dans la description de la page et tu pourras bénéficier tout de suite d'un PDF que j'ai écrit et qui te permet d'aller prospecter dans la vraie vie. L'idée, c'est pas de trouver des clients sur les plateformes réseaux sociaux, etc. Ça, tout le monde sait le faire et tu peux avoir plein de vidéos. Moi, je t'ai écrit un PDF de 20 pages dans lequel je t'explique du marketing simple, de la prospection simple, comment tu vas pouvoir cibler et développer ta prospection pour développer ton chiffre d'affaires. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est surtout comment augmenter ton chiffre d'affaires grâce à la vente. Et donc, la question qui est comment augmenter mon chiffre d'affaires alors que je ne sais pas vendre, alors que je n'aime pas vendre, alors que je n'aime pas faire ce que je fais en termes de développement. Mon produit, c'est le meilleur, mais je ne sais pas le mettre en avant. On va voir ensemble 4 points. Le premier, c'est quoi ton business? Pour de vrai, c'est quoi ton business? Le deuxième, c'est les techniques de vente qui ont des résultats. Donc là, on va éplucher le livre référence qui est Influence et Manipulation. La méthode qui permet de déployer tes techniques de vente. Et enfin, comment passer à l'action avec les méthodes et les techniques de vente. Donc, la première des questions qu'on se pose, c'est quoi ton business pour de vrai? On distingue deux sortes de business, il y en a même trois. Mais il y a deux grandes familles de business, c'est le B2B. B2B, c'est business to business, c'est tu t'adresses à des entreprises. Donc, ton entreprise vend à des entreprises. La deuxième chose, c'est le B2C. Tu t'adresses à des consommateurs, donc là, c'est business to consumer. Et là, tu vends aux particuliers. Et les codes de la vente dans ces deux univers ne sont pas les mêmes. Alors la troisième solution, c'est le B2B2C. Donc tu t'adresses à des entreprises qui achètent ta solution parce qu'elles travaillent avec des particuliers. Bon, le code de la vente en B2B et le code de la vente en B2C, il est différent d'une manière très particulière, très spécifique. C'est que en B2C, tu tombes sur des gens qui sont des particuliers. Et les particuliers, ils portent bien leur nom, c'est qu'ils sont particuliers et que donc ils n'obéissent pas à des codes. Ils obéissent à de l'instinct, ils obéissent à des réactions et donc ils obéissent au fait que si tu utilises des techniques et pas un cadre de vente, tu vas être très très surpris à chaque fois. Et pour permettre de faire de la vente en B2C, tu as surtout intérêt à valoriser ta marque et à expliquer ce que tu fais, à donner du sens, à être très pédagogue dans ton approche. Pourquoi? Parce que le particulier a un avis, il a un parti pris, il a une idée, il a une opinion sur les marques, sur la solution que tu proposes et surtout, il a peur de toi en tant que commercial. Il a vraiment peur de toi. Donc tu dois rassurer, tu dois valoriser ta marque et surtout pas essayer de te mettre en avant toi, mais bien mettre en avant ta marque avec tout le panache et tout le professionnalisme qui te caractérise, mais surtout valoriser ta marque parce que les gens ont besoin de faire confiance à ta marque et pas à un beau parleur, quoi. La deuxième phase, le deuxième univers de vente, c'est le B2B.
Les codes de la vente en B2B sont connus, sont pratiqués, sont usés, et même souvent en B2B, tu vas être jugé sur ta capacité à être un bon commercial. Et le bon commercial en B2B, non seulement vend sa marque, non seulement explique, donne du sens, etc., mais surtout, il valorise ses services. Quelle est la différence entre une Lexmark et une Epson en termes de copieur? Ça va être la façon dont le commercial va valoriser les services, valoriser l'utilisation et valoriser la marque. Bien sûr qu'on va parler de prix, qu'on va parler de gamme de garantie, etc. Mais ce qui va faire qu'on va choisir, c'est peut-être pas tout ça. Ça va peut-être être les services. Et comment toi, tu vas identifier tes alliés, c'est-à-dire tes partenaires, soit en sein de l'entreprise même qui est ta cible, soit autour, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir te permettre d'avancer. Où tu retiennes une chose, dans ton business, les techniques des années 80 sont mortes et vivent les nouvelles techniques de vente. Alors on va prendre les techniques des années 80, c'est quoi? Quand tu es dans l'immobilier et que tu vends une maison, par exemple, la technique des années 80, c'était de dire, bon, mon client, tu as fait ton job en amont, hein, tu l'as validé, ton client, tu connais ses 5 piliers de découverte, etc. L'idée, c'est de lui faire une visite en 3 étapes. Première étape, tu vas lui montrer une maison toute pourrie, qui est dans son prix mais qui est toute pourrie, ce qu'on appelle le repoussoir. Le client va même peut-être t'engueuler, mais c'est normal. Donc tu fais ok, c'est pas ça qu'il vous faut, j'ai bien compris. Tu vas l'emmener sur une maison ensuite qui n'est pas dans son budget, qui est plus chère, mais c'est ça qu'il veut en fait. Mais il n'a pas les moyens. Donc il va te dire non. Il va dire je suis désolé, j'ai pas les moyens. Donc il va passer par un ascenseur émotionnel. Et la 3e maison que tu vas lui présenter, c'est la bonne, bizarrement. Ça, c'est la technique des années 80. C'est totalement usé, surusé, et si tu pratiques ça avec des particuliers, ils vont devoir venir gros comme une maison. Il y a d'autres méthodes aujourd'hui pour vendre correctement un bien immobilier. Il y a la technique du paquet de clopes, par exemple. C'est pas 120 €, ça fait 10 paquets de clopes. Donc aujourd'hui, les clopes sont devenues hors de prix, mais tu peux, en fait, c'est la technique pour faire passer un prix, il faut le décomposer en plusieurs étapes. Tu as la technique des pages de vente. Les pages de vente, si tu lis bien des pages de vente sur Internet, c'est l'entonnoir de la vente. On va commencer par ce qu'on appelle le FOMO, le front of funnel. Donc on va parler de façon globale, on va donner des informations, on va utiliser la méthode dur, douloureux, urgent, reconnu. On va utiliser une technique d'écriture qui est le pass ou l'AIDA. Ensuite, on va faire rentrer des gens par le middle of funnel et puis ensuite le back of funnel, etc., etc. Les techniques de page de vente sont des techniques qui sont usées aujourd'hui, qui sont reconnues par la plupart des gens et qui finissent par être un peu désuètes. Donc, il y a des milliers de techniques de vente. Les techniques de vente, c'est super, mais le problème, c'est que ça s'use dans le temps. Et ça, c'est pas OK. Alors, il y a des techniques quand même de vente qui ont des résultats parce qu'elles sont issues de la sociologie. Et si tu ne l'as pas lu, faute professionnelle de ta part, si tu fais de la vente, il faut absolument que tu lises le livre Influence et manipulation. Alors ce n'est pas un livre qui est un livre à destination des arnaqueurs, bien au contraire. C'est un livre qui a été écrit pour les gens pour qu'ils ne se fassent pas avoir par les arnaqueurs. Et donc, dans Influence et manipulation, c'est un best-seller américain, l'auteur identifie 6 grands axes qui sont liés à la persuasion, sous l'influence et la manipulation. Le premier des axes, et donc tout ça est lié à des hacks psychologiques avec ton acheteur. Le premier des axes, c'est la sympathie. La sympathie, c'est quoi? C'est qu'on va plutôt acheter à quelqu'un ou à une marque ou à une entité pour laquelle on a de la sympathie. Si tu veux jouer là-dessus, ce que je te recommande, déjà la première étape, le truc de base, quoi. Quand tu rencontres quelqu'un et qui est un potentiel client ou un potentiel partenaire, ce que tu dois faire, c'est déjà la première étape, c'est tu renseignes son nom dans ton téléphone, quoi. Son nom, son prénom, son mail et son numéro de téléphone. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que quand tu vas décrocher, quand le mec va t'appeler et que tu vas décrocher, bonjour machin ou bonjour monsieur machin, ça a un effet waouh, sympathie, énorme et immédiat. Et ça, c'est important. Et puis surtout, tu vas pouvoir garder aussi un mnémonique quand le mec il va t'envoyer des SMS, quand le mec il va te contacter sur WhatsApp. Bref, te souvenir des gens. Le capital sympathie, c'est super important. Alors, il n'y a pas que ça dans le bouquin sur le capital sympathie, hein, je te fais un raccourci, mais le but, c'est pas de te parler d'influence et manipulation pendant toute la vidéo. Le deuxième principe, c'est le principe de cohérence. Tu te souviens, tu as été en classe,
Et il y avait systématiquement un cancre au fond de la classe. Dans un groupe, il y a toujours le cancre, le faillot, le bienveillant, le sauveur, le persécuteur. C'est toujours comme ça. Dans un groupe, il y a toujours une reconstitution des personnages. Le cancre, il reste le cancre parce que c'est ce qu'on appelle le principe de cohérence. Quand un cancre a son image de cancre, il doit rester en cohérence avec lui-même. Et c'est OK, tout le monde accepte ça, même le prof. Quand un trader est un trader, il est arnaqueur en termes de monnaie. Alors, pardon, j'ai pas insulté les traders, mais ce que je veux dire, c'est que quand un trader est trader, il est requin, il a les dents longues et il est là pour faire du pognon, c'est cohérent. Et s'il commence à vouloir te dire, bah moi, je vais à la messe et j'aide les gens et je donne tout ce que je gagne, c'est pas cohérent, quoi. Ton truc. Donc, l'idée, mon propos, il est de te dire, rentre en cohérence avec ce que tu es. Si tu es commercial, commence pas à jouer un autre rôle. Tu es commercial, tu es là pour vendre. Donc ça veut dire que quand tu rencontres un client, le principe de la cohérence, c'est déjà de commencer par lui donner un cadre, un frame. Et ce cadre, c'est quoi? C'est le cadre de la vente. Monsieur, madame, je suis très heureux, on se rencontre pour telle solution. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça, ça, ça. Bien entendu, à l'issue de cet entretien, je tâcherai de vous emmener soit sur un deuxième rendez-vous, soit de vous proposer ma solution. On y va. Le principe de la cohérence, c'est d'être en accord avec soi-même. Alors ça va très très loin, le principe de la cohérence, parce que les gens adorent ce qui est cohérent. Si c'est pas cohérent, si tu as une approche qui est différente de ce qui est attendu, ça va être très compliqué de pouvoir te démarquer de façon positive. La troisième chose dans influence et manipulation, c'est le principe de la rareté. La rareté, ça va être ce que d'autres ne peuvent pas avoir et que je peux avoir, ça va susciter l'intérêt chez moi. Et donc, les éditions limitées, les ventes flash, les promos, les clubs VIP, tout ce qui va me permettre moi de comprendre que c'est rare en fait. Et plus c'est rare, bah plus ça va être convoité. Et si c'est convoité par les autres, j'en ai besoin. Même si j'en ai pas besoin, j'en ai besoin. C'est un objet social. Et le principe de la rareté va provoquer l'urgence dans l'achat. Donc c'est un des principes de l'influence et de la manipulation. Ensuite, il y a le principe d'autorité. C'est quoi l'autorité? C'est alors il y a eu des expériences qui ont été menées, je ne vais pas te faire chier avec ça, mais des expériences, l'expérience de Milgram, où on a envoyé des gens obéir à des choses qui n'étaient pas correctes. L'expérience de Milgram, c'était pour comprendre pourquoi des soldats allemands avaient obéi à des ordres totalement monstrueux dans le massacre de femmes, d'enfants, de civils juifs dans les camps de concentration. Et donc, ça a été le principe d'autorité qui est sorti de là. Et le principe d'autorité, il s'applique sur beaucoup de domaines. Alors, indépendamment du massacre de ces pauvres personnes, le principe d'autorité, c'est quoi? C'est, tu vas comprendre tout de suite, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. 98% de nos clients ont choisi cette solution. Dans 80% des cas, les gens choisissent cette solution. C'est quand tu vas dire l'autorité, c'est ou alors tu vas arriver avec une blouse. C'est-à-dire que si tu rentres dans certaines franchises et que le mec te reçoit avec une blouse blanche, même s'il a un CAP, le fait qu'il ait une blouse blanche, ça lui confère une certaine autorité, quoi. Et donc on va avoir tendance à obéir à ceux qui ont l'autorité, le sachant. Si tu suis mes vidéos sur YouTube, si tu suis mon profil Bonsaï, je vais te donner de la valeur. Je vais te donner des informations, je vais te faire grandir. Résultat, qu'est-ce que je fais? J'acquiers de l'autorité vis-à-vis de toi. Et ce qui fait que le jour où tu voudras travailler avec moi, faire appel à mes services pour du coaching, pour de l'accompagnement, pour développer un club d'affaires, pour développer la marque écono-locale sur ton secteur, etc., bah, tu me conféreras cette autorité naturellement parce que je t'aurais donné beaucoup de valeur avant. J'ai pas une blouse blanche, j'ai pas une casquette de médecin, j'ai pas, mais j'ai de l'autorité par la valeur que j'apporte. Il y en a d'autres, ça va être par un déguisement qu'ils auront. Si le capitaine du bateau se pointe avec son costume et sa belle casquette et ses galons, il a l'autorité, il est crédible, donc on va l'écouter. Le cinquième point, c'est le principe de réciprocité, c'est rendre redevable. Si tu as plus de 40 piges, tu connais le cadeau bonus. Si tu as moins de 40 piges, je t'aime pas, je te déteste. Non, je rigole, je t'aime bien quand même, mais... T'as pas connu les années 70, les années 80 avec le cadeau bonus. C'est quoi la réciprocité aujourd'hui? C'est 2 mois d'essai gratuit.
C'est un iPhone de dernière génération pour 50 euros. C'est quoi ça? Je suis en train de te faire un cadeau, je suis en train de te rendre redevable. Si je t'offre quelque chose dans une démarche commerciale, méfie-toi. Il y a le principe de réciprocité derrière, c'est-à-dire je suis en train de te manipuler. Je suis en train de t'offrir quelque chose, 3 mois d'essai gratuit, ce genre de choses. Ben, c'est le principe de réciprocité, je t'ai rendu redevable. Imagine dans la rue, quelqu'un qui va te dire, vous avez une petite pièce s'il vous plaît? Ben, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, en tout cas ça va marcher dans 15% des cas. Tu veux doubler le ratio? Bon, principe de réciprocité, c'est bonjour monsieur, vous avez l'heure s'il vous plaît? Oh, on se connaît un peu mieux, tu m'as donné l'heure. Tu as déjà commencé à me donner quelque chose. Principe de cohérence. Ok, si je suis dans la cohérence, je te donne. Et réciprocité, merci beaucoup monsieur, est-ce que vous pourriez me donner 1 euro s'il vous plaît? Tu vas voir que tu vas passer de 15% à 30 à 40% de rentabilité. Le 6e point, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est tout ce qui va démontrer que ton truc marche. Ta solution, elle fonctionne, que ce soit en B2B ou en B2C. Et la preuve sociale, en B2C, ça va être le Google My Business. Ça va être des micro-influenceurs qui vont pouvoir te parler de toi, etc. Et en B2B, ça va être, on travaille déjà avec telle entreprise. On a telle entreprise parmi nos partenaires, on a telle entreprise parmi nos fournisseurs, etc. La preuve sociale, c'est on nous fait confiance, pourquoi pas toi, quoi. Voilà. Donc si déjà tu veux utiliser des techniques, intéresse-toi déjà à influence et manipulation. Tu vas voir que c'est très intéressant. Il y a plein de choses dedans qui sont vraiment passionnantes et qui vont te permettre d'utiliser des petits hacks pour aller plus vite dans la vente. Mais tu vas voir que ça ne suffit pas. En fait, des techniques de vente qui portent leurs résultats, ça doit se tester sur le terrain. Et donc je vais te proposer le principe de l'A/B testing. Donc on fait ça quand on est sur le digital et qu'on veut faire une pub ou une page de vente. Eh ben on va faire une pub ou une page de vente sur une population A et ensuite sur une population B. C'est ça le principe. Et donc on va voir quels sont les résultats quand on utilise la page de vente sur une population A et quand on utilise l'autre solution sur une population B. Et on regarde les résultats obtenus. Si B fonctionne mieux que A, on va réutiliser B, on va l'améliorer et on va peut-être proposer une divergence de cette solution B pour voir s'il n'y a pas une solution C qui marcherait encore mieux. Donc, il faut bien que tu comprennes que ton discours commercial, c'est un discours malléable. Tu dois tester. Tu fais 10 clients, tu fais 10 prospects, tu fais, allez, on va dire 3 rendez-vous clients, et sur ces 3 rendez-vous clients, tu fais une vente. Est-ce que ce serait pas bien si tu pouvais faire 2 ventes sur tes 3 rendez-vous clients? Ou si tu pouvais faire 10 prospects, 5 rendez-vous clients? Ça améliore tout de suite le taux de transformation derrière. C'est ça l'objectif de ton système de vente, et d'utiliser des méthodes et des techniques qui vont te permettre d'y aller plus rapidement. Et donc, les techniques de vente, ça s'améliore, ça se développe. Il y a des techniques foireuses, tu vas les essayer 1 fois, 2 fois, tu vois que ça ne marche pas, stop. Pas la peine de t'acharner, c'est pas parce que tu l'as vu quelque part que ça pouvait marcher. Et donc, tu dois surtout ne pas réformer l'ensemble de ta méthode de vente, mais utiliser le parcours client, mais surtout le déroulé commercial pour être sûr que la technique que tu vas modifier, elle est au sein d'une méthode plus large et que donc quand tu modifies un petit bout de ta méthode, c'est un élément de cette méthode que tu vas développer, que tu vas modifier, et c'est cette technique-là que tu vas modifier. Ne modifie pas tout d'un coup, sinon tu remets tout ton business en péril, et ça c'est pas bon. Donc tu dois aussi t'inspirer des vrais commerciaux. Accompagne des commerciaux sur le terrain, accompagne tes partenaires, accompagne des gens, suis des gens, alors pas sur YouTube, pas des mecs comme moi qui y a qu'un faucon devant une vidéo, c'est super, mais accompagne-moi sur le terrain. Regarde comment je bosse. Viens me voir quand je fais de la vente, quand je prospecte pour ma marque écono-locale, ou quand je suis en train d'animer mon club d'affaires, ou quand je vends mon club d'affaires. Viens me voir. Viens me voir en consulting, viens voir comment j'engage un client dans le consulting et comment je lui explique les apports qu'il va avoir. Voilà. Inspire-toi des vrais commerciaux sur le terrain, accompagne des vrais commerciaux sur le terrain et fais pas comme dans le Loup de Wall Street. C'est Leonardo DiCaprio qui est convaincant quand il dit « vendez-moi stylo ». Quoi. C'est de la merde. C'est un scénario qui est écrit à l'avance. Donc forcément, le mec il win ou il perd tout simplement parce que c'est écrit à l'avance. On sait déjà où ça en va emmener. Aujourd'hui, le Loup de Wall Street, le mec qui a inspiré l'histoire du Loup de Wall Street, c'est un clodo, le mec. Faut bien le savoir. Donc, faut arrêter avec les techniques de vente de merde. Vendez-moi ce stylo.
Si je te fais la... Ah, c'est ça la technique du vendez-moi ce stylo. Ok, tu postules à un entretien d'embauche et le mec en face, super malin, vendez-moi ce stylo. Tu as vu ça? Regarde. Hop, vends-moi ce stylo, un bic. Super, vends-moi ça. Tu sais ce qu'on attend quand tu fais ça, quand tu essaies vendez-moi ce stylo? Bah, c'est très simple. La première des choses, quand tu fais vendez-moi ce stylo, c'est que tu veux savoir si l'autre en face c'est un commercial. Le bon commercial, c'est pas celui qui va te dire alors, ce stylo, il est, tu vois, ce stylo, alors il est super simple à utiliser. En fait, c'est un stylo Bic. Le stylo Bic, c'est inventé par le baron Bic, inventé au sortir du porte-plume, et c'est un outil absolument merveilleux. Il faut absolument que vous le preniez. Ah, tu sais ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de parler du CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Ça, c'est les techniques de commerciaux des années 70. Chère petite madame, laissez-moi vous parler du... Ça, c'est mort. Ça, c'est mort parce que si je commence par le CAP, caractéristiques, avantages, preuves de ce stylo, je suis en train de te montrer que je ne suis pas un commercial. Je suis un technico-commercial. Maintenant, si tu commences à me faire... mais parlez-moi un peu de votre activité. Vous écrivez souvent? D'accord, et au sein de cette activité où vous écrivez, quels sont les outils que vous utilisez pour écrire? Plutôt PC, plutôt... En fait, ce que je suis en train de te montrer, c'est que je m'intéresse à mon client. Là, pour réussir un entretien d'embauche en tant que commercial, et pour réussir en tant que commercial tout court, tu ne dois pas rentrer dans l'argumentation. Tu dois rentrer dans le questionnement. Le bon commercial, c'est celui qui pose des questions. C'est pas celui qui vend. Le commercial, il a des grandes oreilles, une petite bouche, et surtout, c'est Colombo, quoi. Colombo, il pose des questions tout le temps. L'air con, la vue basse, mais il gagne à la fin. Pourquoi? Parce que le commercial, c'est celui qui sait poser des questions et qui fait emmener le client à lui dire « Mais ça, vous pouvez le faire, vous savez faire vous... » Voilà, parce que j'ai posé des questions qui étaient sur un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Donc, inspire-toi des vrais commerciaux, accompagne-les sur le terrain, imprègne-toi. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Je peux absolument pas te prouver ce que je viens de dire. Par contre, je l'ai testé sur le terrain. Moi, les gens qui m'entourent, c'est pas des voyous, quoi. Moi, les gens qui m'entourent, c'est des gens qui m'inspirent. C'est des chefs d'entreprise. Parfois des chefs d'entreprise qui sont dans la difficulté. Parfois des chefs d'entreprise qui réussissent 100 fois mieux que moi. Rien à foutre. Ils m'inspirent. Je suis pas là pour me comparer. On n'est pas dans un concours dans un concours de zizi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour savoir qui est la plus grosse. On est là pour s'entraider, pour s'inspirer, pour s'emmener les uns les autres vers l'excellence. Entoure-toi des bonnes personnes. Et quand tu veux vendre, quand tu veux faire de la vente, accompagne les bons commerciaux, quoi. Et enfin, il faut aussi que tu apprennes à dire non à tes prospects. Souvent, on a envie de dire oui, parce qu'on veut aller vite dans la vente. Et souvent, quand on dit oui, en fait, on se dit « Ouais, celui-là, il est facile à vendre, je vais le prendre. » Ah, c'est souvent un gros problème par la suite, parce qu'en fait, tu as dit oui à un truc super chronophage qui était borderline. Si c'est pas dans ton process de vente, si c'est pas dans tes solutions, si ça rentre pas dans tes prestations, dans tes services, dans ce que tu vends, ne dis pas oui. Apprends à dire non. Ça va être bon pour ton business, parce que tu vas dégager du temps pour d'autres choses. Voilà. Ça, si tu veux une technique de vente, apprends à dire non. Pour avoir des résultats, il faut vraiment que tu t'intéresses à... Va sur YouTube et tape PNL, Programmation Neuro-Linguistique, donc un truc développé dans les fin des années 60. On pourrait partir du principe... Alors la PNL, tu as des tas de choses dans la PNL, c'est monstrueux. Si on devait résumer la PNL, c'est comment ça marche quand ça marche. Je prends un système, je le démonte et je regarde comment ça marche quand ça marche. Programmation neuro-linguistique. Donc c'est pas du tout de la méthode Coué, c'est une des solutions de la PNL, mais il n'y a pas que ça. Donc essayer de comprendre un système dans son fonctionnement et comment ça marche quand ça marche, c'est en fait chercher à le reproduire. Et en PNL, c'est super important de voir les choses qui fonctionnent, les techniques qui fonctionnent pour les reproduire, pas pour les épouser à vie. C'est juste que les techniques de vente d'aujourd'hui sont les techniques de ringard de demain. Donc ça évolue en permanence. Et puis en plus, ça s'accélère. Notre société, les gens s'informent de plus en plus. L'informatique a provoqué une accélération absolument monstrueuse. Donc comment ça marche quand ça marche? Ça doit être ça ta question. La deuxième chose, c'est que quand tu as trouvé une technique qui fonctionne, tu dois l'appliquer avec envie. Tu ne dois pas te dire « Ah, je vais bien le baiser celui-là ou je vais bien l'avoir celle-là ». Non. Tu n'es pas un robot. Tu ne dois pas réutiliser ta technique en permanence. Tu dois d'abord écouter ton prospect. Et quand tu sens que ça va passer,
tu places ta technique. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros danger derrière les techniques de vente, c'est retiens la solution, ou plutôt l'adage, pas vu, pas pris, pris, pendu. Si tu places une technique de vente et que tu te fais choper, le mec, il va te prendre pour un salopard, pour un manipulateur, et tu vas te dégager à la vitesse du son. Alors que si tu l'utilises, ta technique, de façon soft, que tu le fais parce que tu l'as intégré dans ton discours, et même si le mec il te grille parce qu'il sait que cette technique-là, c'est une technique qu'il a déjà entendue ou déjà vue, ça passera. Mais si toi tu le fais uniquement dans un but manipulateur et si tu te fais gauler parce que tu le fais mal, ça va vraiment être très mauvais pour toi. Donc, les techniques, elles sont bien parce qu'elles vont enrichir un corpus commercial, c'est-à-dire elles vont enrichir ta méthode de vente. Donc en fait, c'est comme un costume 3 pièces. Si tu rajoutes le petit mouchoir sur la poche de ton costume, c'est cool. Tu vas avoir l'air classe ou pas. Mais ça va enrichir l'apparence de ton discours commercial, mais c'est pas ça qui va te faire vendre. Donc, il faut bien que tu comprennes que tu dois connaître les poupées russes. Tu sais, c'est ces petites poupées. Il y a une poupée petite à l'intérieur et puis d'une plus grosse poupée qui est à l'intérieur d'une plus grosse poupée, etc. C'est les poupées russes. Et bien, les poupées russes, ce sont tes techniques de vente. Et tes techniques de vente, elles sont enchaînées les unes aux autres dans un entonnoir qu'on appelle la méthode de vente. Donc, si tu appliques des techniques comme un chapelet de perles, tiens, je vais lui faire la technique du paquet de clopes, tiens, je vais lui faire la technique du traitement de l'objection, tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça, et tu n'es qu'un catalogue de techniques, tu n'as rien compris au business, quoi. La méthode de vente inclut des techniques, mais la technique de vente n'est pas une méthode. Okay, tu veux savoir le secret d'une bonne mousse au chocolat? Au fait, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. En fait, dans la mousse au chocolat, tu sais, tu fais fondre du chocolat, et puis avec d'autres ingrédients, avec du beurre, etc. Et puis à un moment donné, tu dois faire monter des blancs en neige. Ça, c'est la méthode. Et les blancs en neige, tu vas incorporer le chocolat dans les blancs en neige. Ça, c'est la méthode. La technique, c'est d'utiliser une cuillère en bois, et quand tu prends ton chocolat et que tu l'incorpores, tu tournes le poignet. Tu tournes le poignet comme ça, avec ta cuillère en bois, comme ça ne va pas casser les œufs, et résultat, ta mousse, elle va rester onctueuse. Ça, c'est une technique. Tu comprends la différence? Par contre, ça ne t'expliquera jamais comment faire une bonne mousse au chocolat. Ça va juste t'expliquer comment pas casser les œufs. C'est ça la technique. Donc, quand tu montes une méthode de vente, la première des choses que tu dois comprendre, c'est quel résultat tu veux obtenir. C'est pour ça qu'il faut l'inclure dans un parcours client. On va voir ça après, mais quels sont les résultats que tu veux obtenir? Et quand on parle de résultats, on parle d'objectifs. C'est quoi ton objectif? Eh bien, un objectif, il est smart, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et il est temporellement défini. Spécifique, ça veut dire que je dois pouvoir le décrire sans rester dans le pseudo-factuel, mais avec des faits. Il est mesurable, c'est-à-dire que je dois lui donner une mesure, je dois pouvoir le mesurer, je dois pouvoir prendre un mètre, je dois pouvoir prendre un bocal, je dois pouvoir prendre n'importe quoi qui puisse me permettre de mesurer si je suis dans l'objectif ou pas. Atteignable, ça veut dire que je dois pouvoir le finaliser. Normalement, je dois pouvoir l'atteindre. Réaliste, ok, on va envoyer l'homme sur Uranus, t'es sûr? T'es sûr que l'homme va pouvoir débarquer sur... Technologiquement, on peut le faire ou pas? Est-ce que c'est réaliste? Déjà, Mars, est-ce que c'est réaliste d'envoyer des hommes sur Mars? Ouais, c'est réaliste, sauf qu'il y a des petits problèmes. Déjà, on est le borderline. C'est atteignable. Ouais, on peut mettre un mec sur des milliards de TNT et l'envoyer à la vitesse de la lumière sur Mars. Ça, c'est sûr, on peut l'envoyer. Est-ce qu'on peut le ramener? Est-ce que c'est réaliste de le ramener? On ne sait pas. Je ne suis pas un technicien à la NASA, mais c'est pour bien te faire comprendre. Et temporel, ça veut dire qu'on doit donner une date limite. Si tu ne donnes pas ta date limite, d'ici, alors, spécifique, je veux atteindre un chiffre d'affaires de 150 000 euros, mesurable, avec 30 clients, atteignable, ouais, c'est faisable parce que j'ai les moyens derrière. Réaliste, c'est oui parce que 30 clients à 150 000 euros, ça me fait, sauf erreur de ma part, ça me fait
Oui, bah, tu as fait le calcul, donc on est à 6 peut-être, je sais plus, non, 6 fois 8, 48, non, on n'est pas là, bon, bref, on est à 16 000 euros le client, 16-20 000 euros le client. Ouais, c'est faisable, etc. C'est réaliste, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste. J'ai pas dit d'ici combien de temps. Si je dis pas la deadline, ça veut dire que quand je vais prendre la mesure dans 6 mois, je vais avoir fait 2 clients à 3000 balles. Ouais, on n'est pas vraiment dans le truc. Ah bah si, c'est pas grave parce que j'ai pas défini le temps. Ok, donc c'est pas un objectif smart, c'est de la merde. Voilà. Donc tu veux obtenir un résultat, c'est quoi le résultat que tu veux obtenir? Décris-le au travers d'un objectif smart. Et ensuite, tu dois mettre la mesure des KPI, des Key Performance Indicators. C'est pour mesurer cet objectif et savoir quand j'y suis. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'y suis pas? Tu dois pouvoir mesurer ces résultats et donc définir un tableau de bord. L'objectif final étant de dupliquer. Dupliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux le faire une fois, est-ce que tu peux le refaire? Réponds pas à cette question. Pose-toi la question. La deuxième chose, dans les méthodes qui permettent de déployer des techniques de vente, c'est quoi une méthode de vente? Pense à une franchise. Alors, on connaît tous la franchise McDonald's. Si tu vas dans un McDonald's à Perpignan, à Strasbourg, à Ouagadougou, je ne sais pas s'il y a un McDonald's à Ouagadougou, à New York, quel que soit l'endroit sur la planète où tu vas avoir un McDonald's, c'est le même modèle. Petite exception française, il n'y a qu'en France, sauf erreur de ma part, où on apporte les menus à table. Sinon, on vient se servir au comptoir. Mais sinon, pour le reste, la méthode est duplicable. Donc, quelle est l'idée? C'est d'emmener une entreprise, une marque, un process, un produit, vers un objectif précis de croissance. Pour ça, on va définir ce qu'on appelle le parcours client. Le parcours client, c'est l'ensemble des étapes qui vont mener un prospect, qui vont amener l'entreprise à rencontrer un prospect, à l'emmener jusqu'au statut d'ambassadeur. Donc on va le prospecter, on va lui mettre une petite méthode art dans la gueule, on va le transformer en client. À partir du moment où il est client, on va le mettre dans un process commercial dans lequel il va devenir ambassadeur et recommander la marque. Donc, pour ça, on doit mettre en place plusieurs étapes. Le marketing avec les 5 P. Alors, je t'épargne l'anglais, mais le marketing, les 5 P, c'est quoi? Le marketing repose sur 5 piliers. Le produit. Alors, quand on parle de produit, ça peut être un produit matériel ou une prestation qui s'accompagne de services. Le prix, c'est pas combien ça coûte. Le prix, c'est l'ensemble de la rentabilité de l'entreprise et du système qui permet de faire perdurer le système une fois que c'est vendu. Donc c'est l'ensemble de la politique tarifaire qui permet de dégager une marge. Produit, prix, tu vas avoir the place, la distribution, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne qui permet d'amener le producteur jusqu'au consommateur. Tu vas avoir la communication. La communication, c'est quoi? Il y a deux choses dans la communication. Tu as l'inbound et l'outbound marketing. Donc l'inbound, c'est comment tu fais connaître ta marque de façon à ce que les gens viennent vers toi. Et l'outbound, c'est comment tu vas cibler des personnes pour leur proposer ta solution directement. Donc inbound, outbound, c'est la communication et c'est l'ensemble des systèmes qui vont te permettre de trouver des clients en fait. Et de les fidéliser, etc. Et puis ensuite, tu vas avoir le RH, c'est-à-dire si tu es tout seul dans ton entreprise, le RH, c'est toi. Mais le RH, ça peut aussi être tes partenaires. Donc, si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, c'est l'ensemble de la structure de l'entreprise. Mais si vous êtes plusieurs indépendants, par exemple, réunis pour un groupe, un projet commun, ça va être tes partenaires. Ou alors, ça va être tes agents immobiliers, tes copains avec un crédit. Je prends beaucoup d'immobilier parce que j'ai eu ce créneau, mais néanmoins c'est aussi parce que tout le monde comprend quoi. Donc si tu es agent immobilier, un de tes partenaires évidents, ça va être le courtier en crédit immobilier. Lui, si tu ne l'as pas, t'es un débile quoi. Le courtier en crédit immobilier, lui, va t'aider à financer. Comment tu intègres ce partenaire dans ton marketing? Ça, c'est les 5 piliers du marketing. Et donc ça va engendrer la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions que tu vas mettre en place pour trouver des clients. Une fois que tu as ça, quel est ton pipeline de vente? Comment tu fais ton process de vente? Est-ce que tu fais ça en 1 rendez-vous, en 2 rendez-vous, en 3 rendez-vous, etc. Et puis derrière, c'est comment tu vas fidéliser ce client. Alors il y a d'autres étapes, on va voir ça, mais non, on va pas le voir d'ailleurs, c'est dans le parcours client, donc va voir ma vidéo précédente sur comment réaliser 30% de chiffre d'affaires en plus, tu vas voir. La fidélisation, c'est quoi? Faut juste comprendre que
quand tu investis 100 dans la prospection, ça te coûte 20 quand tu fidélises. Voilà, la fidélisation, ça coûte 5 fois moins cher que la prospection. Donc, tu as intérêt à inclure la fidélisation dans ton pipe, parce que sinon, bah, ta baignoire, elle perd de l'eau, quoi. Voilà. Et donc, le feedback. Le feedback, c'est super important, parce qu'une fois que tu as mis en place tout ce système-là, c'est de comprendre si tu es positif à la fin. C'est-à-dire si tu as plus de clients à la fin, plus de chiffre d'affaires, si tu es bénéficiaire, si tu as rempli ton besoin en fonds de roulement, pour parler clairement, est-ce que tu es bon? Si là, le feedback te dit « Ouais, génial, on a trouvé 50 clients et alors, la trésorerie a été épuisée et on est en train de perdre de l'argent de partout », c'est pas un bon feedback, même si tu as fait plus de clients. Donc l'idée, c'est le feedback, c'est est-ce que une fois qu'on a fait tout le cycle complet sur une période de temps donnée, est-ce qu'on reproduit ou pas? Et si on reproduit, est-ce qu'on peut améliorer et à quelles étapes on va améliorer? Étape du marketing, étape du parcours client, de la prospection à la fidélisation. Donc, ça veut dire que derrière, tu dois avoir des KPI, des indices de mesure de ta performance. Performance en prospection, performance en vente, performance en fidélisation, performance de tes communications, performance de l'ensemble de ta marque, de ton branding, etc. Et tu dois développer ta méthode pas à pas, c'est-à-dire que ton parcours client implique que pour chacune des étapes que tu vas déployer, tu as un process, tu as un cahier des charges, tu as écrit des outils, tu as écrit des méthodes, tu as écrit un ensemble de choses. Va voir mon guide de la prospection. Je ne suis pas en train de faire de la retape pour moi, mais de toute façon, ça va être utile. Tu vas sur bonsai.pro, tu t'abonnes à ma page, tu vas dans mon magasin, il y a un truc, la méthode complète pour prospecter. Tu vas voir, c'est un PDF que j'ai créé de 20 pages qui est issu de l'ensemble de mes travaux avec mes clients. Mes clients, souvent, leur problématique, elle pêche au niveau de la prospection. J'aime pas prospecter, je sais pas faire. Tu dis, ouais, mais si tu prospectes pas, tu n'as pas de clients. Donc, quels sont les différents outils de prospection à ta disposition et comment tu peux le développer? J'ai mis en place une méthode de prospection dans la vraie vie et donc, tu vas identifier par un marketing très simple l'ensemble de tes solutions et tu vas permettre pour chacune de tes solutions de définir une bonne cible de prospects. Ça t'explique pas comment tu vas le vendre, mais déjà au moins tu vas pouvoir trouver beaucoup de prospects, ce qui est déjà pas mal. La pompe à prospects, c'est le plus important dans une entreprise. Alors, ensuite tu vas devoir appliquer ta méthode. Tu as défini un parcours client, tu as défini un branding, tu as défini du marketing, tu as défini un certain nombre de choses. Comment tu vas appliquer ta méthode? La première des choses, c'est qu'est-ce que tu vends pour de vrai, quoi. Est-ce que tu vends une prestation? Est-ce que tu vends un produit? Et surtout, quels sont les services qui t'accompagnent? Si tu ne sais pas développer des services, t'es mort, quoi. Parce que ce qui fait aujourd'hui qu'une personne, t'es jamais unique sur le marché. Même Apple, il n'est pas unique. L'iPhone, il n'est pas unique. C'est de la merde. L'iPhone, pas l'iPhone, enfin je l'utilise pas, mais Samsung existe, quoi. C'est pas la technologie iPhone, mais ça reste un smartphone qui t'apporte les mêmes solutions qu'un iPhone. Sauf que l'iPhone, tu cliques une fois de moins dessus. Voilà, c'est pour ça que c'est bien. Apparemment. Je sais pas, j'utilise pas d'iPhone. Mais qu'est-ce que tu vends pour de vrai? Je suis unique, je suis incomparable. Prouve-le. Et puis finalement, quand tu vas te poser la question, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas unique et incomparable. Donc si tu n'es pas unique et incomparable, comment tu peux te différencier? Tu vas te différencier par les services que tu vas mettre en œuvre à destination de tes clients. Ça, c'est important. Donc la deuxième étape, c'est qui est ta cible? Tu as 3 prestations. Est-ce que les 3 prestations s'adressent à 3 cibles identiques? Je pense pas. Si tu as 3 prestations, c'est que tu as 3 cibles différentes. Ensuite, tu vas dire, mais c'est qui mes partenaires? C'est qui mes ambassadeurs? Est-ce que mes partenaires sont mes ambassadeurs? Est-ce qu'il y a différents programmes? Est-ce que se poser les bonnes questions, quoi. Donc, tu vas faire un SWOT. Le SWOT, c'est une analyse. Alors, va voir ma vidéo précédente sur 30% de chiffre d'affaires en plus. Je t'explique ce que c'est. En fait, tu fais une matrice en 4 étapes. Donc, en haut à gauche, tu vas mettre... alors c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc en haut à gauche et en haut à droite, tu vas voir les forces et les faiblesses en interne. Ton activité, ton entreprise. Quelles sont les forces de ton entreprise? Quelles sont les faiblesses de ton entreprise? Et ensuite, les opportunités et les menaces. Donc c'est quelles sont les opportunités du marché sur lequel tu te trouves. Et si tu as 3 solutions, tu as 3 SWOT différents. Donc les opportunités et les menaces sur le marché sur lequel tu te trouves. Une fois que tu as fait ça, tu t'es posé les bonnes questions et tu sais quels sont tes avantages et tes inconvénients quand tu peux aller développer. Et puis tu dois mettre en œuvre ensuite.
Alors, pour passer à l'action, la première des choses, ce que ne font jamais mes clients, et coup de pied au cul pour ça, c'est écrire le parcours client. Si tu n'écris pas ton parcours, ça a l'air con, hein, le parcours client. Ouais, j'ai compris, je sais ce que je vais faire. Bizarrement, quand je commence à poser des questions sur le parcours client, ah non, mais ça c'est évident, ah mais non, mais ça, il n'y a rien d'évident, les évidences ça se partage pas. Écris ton parcours client, parce que quand tu vas dire prospection, moi je vais te poser la question, ok, prospection digitale, tu fais quoi? Ah bah, je sais pas, prospection à pied, tap-tap, tu fais quoi? Tu fais du téléphone, tu fais du tap-tap, tu fais autrement, tu fais prospection sur salon, ok. Et ensuite, la prospection que tu fais dans le réseau, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à un réseau d'affaires, tu t'adresses à un réseau de partenaires, tu t'adresses à un réseau de fournisseurs, comment tu fais? Quels sont les outils que tu as mis en place? C'est quoi les supports de communication que tu as mis en place? Ah ouais, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc, tu écris ton parcours client parce qu'à chaque étape de ton parcours client, il y a un certain nombre de solutions que tu dois développer, des outils de communication, des outils de suivi, des outils... Et question qui tue. Ok, tu pars en prospection, quels sont tes KPI, quels sont tes indices de mesure de performance? T'en as? Si t'en as, félicitations, tu fais partie des 1% de gens qui en ont. Donc, pour chacun des outils, pour chacune des étapes de ta méthode, de ton parcours client, tu vas utiliser quelque chose. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre en place et de tester par un échantillon de prospects. Quand tu te dis ça, c'est génial ce que je vais faire. Je l'ai fait, hein, moi l'autre jour, pour Econolocal. Econolocal, c'est quoi? C'est un drive to store. C'est un magazine qui s'appelle Vente privée suivi du nom de la ville. Et ce sont les commerçants qui ont plus de 4 étoiles sur Google qui payent une pleine page dans un magazine numérique pour faire rentrer des clients chez eux en faisant des promos. Okay. L'autre jour, l'autre jour, on est au mois de mars, hein, donc il y a 3 mois, j'ai testé un outil de prospection qui est un flyer en 4 parties, un flyer un peu détaillé, format A4, rigide, enfin, un peu plaquette. Et je suis allé le distribuer auprès des commerçants en disant offre commerciale, 3 mois d'essai gratos, venez. 0 retour. J'ai analysé, j'ai compris ce qui n'allait pas, et on n'est pas là pour parler de ça, si tu veux, on fera une vidéo. Mais j'ai testé un truc, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné, question de timing, question d'offre, question de ciblage et tout ça, et donc je reproduis mais différemment. Par contre, pour ce qui est de recruter des abonnés à ce magazine, j'ai développé un système qui cartonne, et donc ça j'ai reproduit, et je sais que je vais reproduire encore ce système-là. Je garde ce qui va bien, et je dégage ce qui ne va pas. Alors, tu vas pouvoir enrichir ta méthode avec des techniques. C'est bien ça, hein, l'idée. Technique versus méthode de vente. Ta méthode commerciale va s'enrichir de techniques. Donc c'est ton corpus commercial, appelle-le comme tu veux. C'est ce qui va habiller ton mode opératoire, ton modus operandi, une fois qu'il est prêt. C'est-à-dire tu vas pouvoir ajouter à l'intérieur des techniques dans un cadre précis, à un moment précis et dans un but précis. Je vais prendre l'exemple du traitement des objections. Un client te dit, pardon, oh, c'est super, mais j'ai déjà une solution. Comment tu traites cette objection? Ah, moi, je ne supporte pas les commerciaux qui partent, et les entrepreneurs qui partent la fleur au fusil en se disant ça va bien se passer, quoi, comme dans la guerre de sécession où les gens allaient assister... J'ai vu ça sur Alien Theory. Pour l'une des premières guerres de sécession, les gens allaient assister sur le champ de bataille avec des pique-niques, ils regardaient ça de loin. Ça a été un massacre, c'était une horreur et tout. Mais parce que les gens se sont dit, oh, c'est bon, ça va se gérer, quoi. Ça va se gérer, que dalle. Quand tu pars en rendez-vous client, si le mec te fait une objection, tu réponds comment? C'est ça la question que tu dois te poser. Et quels sont les types d'objections qu'il peut te faire? Je t'ai donné la solution, c'est le marketing. Il peut te faire une objection sur ton schéma de distribution, il peut te faire une objection sur ton CAP, caractéristiques, avantages, preuves, donc sur tes produits. Il peut te faire une objection sur ton prix. Il peut te faire une objection sur le fait que ta solution, elle est déjà existante, auquel cas tu as des services. Si tu n'as pas préparé tes services, tu es mort. Donc quand on traite une objection, tu peux utiliser la technique de l'objection en 5 pas, mais il faut l'avoir préparé en amont. Tu ne peux pas le faire en live devant ton client. Donc la première des étapes, c'est « Ouais, je comprends. J'ai déjà une solution? Oui, je comprends. Si je comprends bien, d'ailleurs, tu reformules. Si je comprends bien, d'ailleurs, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez déjà un outil dont vous êtes parfaitement et à 100% satisfait. » Il y a un petit coup de provoque. Est-ce que vous permettez toutefois que je vous propose quelque chose qui est
la solution que je développe et de vous la présenter sous un angle un peu différent. Ça, quand on en est au traitement de l'objection, hein, j'ai déjà une solution, j'ai ci, j'ai ça, on a déjà fait une étape dans le rendez-vous. Hein. Si le mec t'a écouté jusque-là, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Sinon, il t'aurait dit, bah, j'ai déjà une proposition de dégage, et là, ça aurait été en phase de prospection. Tu vois. Donc, la proposition, elle est différente et différenciante sous l'angle des services par rapport à ton prospect. Et ensuite, tu dis, voilà, si ce que je viens de vous présenter vous convient, est-ce que vous m'autorisez à continuer? Oui, là, tu as traité l'objection, tu es passé de commercial qui argumente à commercial qui propose. Et là, tu gagnes un petit peu. Alors, le fait de passer à l'action, c'est aussi d'inventer. Retiens bien une chose, avec les techniques de vente, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que ta technique, elle s'use dans le temps. Alors qu'avec une méthode de vente, tu peux innover. Tu peux ajouter même des techniques que tu as vues ailleurs dans ta méthode de vente. Tu peux l'enrichir, la pimper. Et pimp my sale. Donc tu peux enrichir et lui donner de la valeur, du relief à ta vente, à ta méthode de vente grâce à des techniques. Mais jamais les techniques ne te permettront de faire des ventes régulières, etc. Tu es sans arrêt dans un aléa lié à l'usure de la technique de vente et à la merci des gens qui pourraient déjà la connaître. Donc les méthodes sont perfectibles, les techniques s'usent. Retiens bien ça. Enfin, comme je te le disais au début de cette vidéo, je t'invite à rejoindre mon groupe de discussion, mes newsletters, mes différentes offres, bref, à me suivre. Tu vois, la dernière vidéo la semaine dernière, c'était faire plus 30% de CA, créer une offre irrésistible, le secret des réseaux commerciaux, créer un business club. Je t'apporte plein de valeurs pour t'aider à développer, pour t'aider à devenir indépendant et le rester surtout. Donc, rejoins ça, c'est gratos. Et rejoins mon groupe WhatsApp, franchement, on fait la fête de l'autre côté. Allez, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là, 46 minutes, c'est beau. Et puis, n'hésite pas à suivre mon groupe Bonsaï, le lien est dans la description de ma page. Ciao.